Pourquoi les Africains fabriquent peu ou même pas du tout? Le constat est poignant. On a même pu croire, en tirant les leçons des restrictions imposées par la pandémie du Covid-19, que les tendances allaient être renversées, mais illusion. À l'heure du conflit Ukraine-Russie, l'Afrique continue de manquer de blé, du sucre, d'engrais ou de pétrole. Pour comprendre cette faiblesse ou négligence, appelons un chat, cette négligence en matière de production locale, nous avons invité cette semaine Kwandoko Fosu Lawson Hecheli. Il nous fait l'honneur d'être au plateau aujourd'hui. Monsieur Lawson Hecheli, bonjour. Bonjour, Monsieur Gély. Monsieur Lawson Hecheli est le directeur général de NDT, NDT and Quality Expertise hein, en anglais. Oui, bon, ça dépend de si vous voulez une connotation anglaise ou bien une connotation américaine. On peut dire expertise ou bien expertise. Ça dépend. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'on fait des expertises poussées dans des domaines pointus où on essaie d'exceller. Excellence. Dans des domaines pointus tels que l'aéronautique, par exemple. L'aéronautique, le shipyard, la construction, les domaines de production industrielle et que ce soit dans le pétrochimie, Non, même les forages et je consorts. peux même préciser que votre société est accréditée pour certifier des avions, même parfois en Europe. Bah, on est la seule structure privée dans toute l'Afrique sur 18 à être reconnue par l'Agence européenne de sécurité aérienne pour certifier les avions européens. Et puis on le fait sans, sans aucun problème particulier. Et puis partout dans le monde entier, il n'y a pas de problème particulier. Dans les domaines industriels également. Oui, nous suivons et validons des processus drawing engineering pour s'assurer qu'il n'y ait pas dans les études des erreurs et que après, si on fait la confiance de suivre le travail, nous accompagnons en faisant des contrôles non destructifs à toutes les étapes jusqu'à ce que l'installation soit validée comme étant une installation certifiée. Ça permet aux gens d'avoir une installation qui soit sans problème pendant au moins 10 ans. Une valeur décennale que les assurances demandent souvent. Quand on investit, on doit être sûr que dans 10 ans, on n'a pas de problème. Donc, nous, pour l'instant, nous n'avons pas un seul client qui a dit qu'il a un problème pendant 10 ans. C'est-à-dire que nos expertises permettent de maintenir un état de compétitivité, un état de production sans erreur quelconque sur au moins 10 ans. Eh ben, vous allez nous dire tout à l'heure comment vous faites et pourquoi surtout l'Afrique n'arrive pas à fabriquer. Je rappelle à nos fidèles téléspectateurs qu'ils peuvent participer à notre débat comme d'habitude. Vous connaissez le contact. Écrivez-nous via WhatsApp, plus 228 96 46 10 31. Je rappelle une fois encore le contact, plus 228 96 46 10 31. Vos contributions sont les bienvenues. Pourquoi, selon vous, les pays africains n'arrivent pas à exceller dans la fabrication, dans la production de ce qu'ils consomment. Monsieur Lawson Echeli, la pandémie de la maladie à coronavirus a fait voir que la plupart de ce que les Africains utilisent viennent de l'étranger. Mais on a pu croire qu'à partir de cette pandémie, les tendances allaient changer, mais non. Le manque est cruel, hein, aussi bien dans les secteurs primaires que dans les secteurs très pointus comme la technologie et l'industrie. Oui, bon, en effet, c'est que souvent, nous, on a tendance à dire que lorsque vous êtes en face d'un problème, il vaut mieux réfléchir 10 fois avant de commencer par chercher les remèdes. Ce qui se passe souvent, bon, on saute directement sur des solutions qu'on trouve très simplistes. Euh, pour comprendre le phénomène, il faut remonter un peu plus loin. C'est que lorsque on a divisé nos pays, le continent africain en petits pays micro, on a essayé d'attribuer à chaque pays ce qu'on attend de lui. Il y en a qui produisaient le copra, d'autres qui produisaient la banane, d'autres qui produisaient l'arachide comme le Sénégal. On nous a attribué ce qui permet de faire vivre la métropole. C'est-à-dire que ceux qui nous ont colonisés, ceux qui nous ont mis dans les structures de micro-États. Donc à partir de cet instant, nous n'avons pas de réflexion globale. C'est-à-dire qu'on a hérité d'une situation pendant qu'on est arrivé dans les années 60 qu'on a appelé l'indépendance. Mais dans l'indépendance, on s'est assuré que nous continuons toujours par faire ce qu'on nous a appris pendant tout le temps de la colonisation. C'est-à-dire que nous cultivons nos terres pour faire des produits qu'on exporte. Et nous, le reste, on mange. Et on mange
tout ce qui est mangeable suivant notre tradition. Les autres ont développé leur société sur la base de ce qu'ils ont besoin pour bien vivre, pour vivre le plus longtemps que possible. Pardonnez-moi de répéter que j'ai expliqué à un ambassadeur un jour que je ne comprends pas pourquoi, lorsque un produit va en Europe, ça a on insiste sur la qualité, mais quand c'est local, il n'y a pas de... ça n'intéresse personne. Il n'y a pas d'exigence. Ça ne s'intéresse personne. Mais en réalité, tout est fait pour que tous nos efforts physiques, intellectuels, soient tournés vers l'existence de bien-être des autres de l'autre côté. Et ça, ne soyez pas surpris de ce qu'on vit aujourd'hui. Depuis qu'on est indépendant, il n'y a pas eu vraiment d'indépendance. Sinon, si on est vraiment indépendant, on aurait pu changer au moins certains paradigmes. Si vous prenez par exemple aujourd'hui, on dit que le Togo est essentiellement agricole. Bon, les gens vont jusqu'à dire 70% agricole. Super. Mais qu'est-ce qu'on met dedans? Quels produits? Et ces produits-là, ils rapportent combien pour l'économie nationale? Ils contribuent à concurrence de combien au PIB du Togo? Ça, c'est des données qu'on serait intéressé de savoir. Je ne vais pas donner un nom ici, mais je demandais à un ministre de l'Agriculture un jour, est-ce qu'on peut quantifier le nombre de produits récoltés et vendus par rapport aux produits et gâtés? C'est-à-dire que tout ce qui n'a pas été commercialisé. Il a souri, il m'a regardé. Il dit que, mais tu es dans quel domaine? Je dis, je fais de l'expertise. Parce que si on regarde que tout ce qu'on produit, si vraiment on consomme tout ce qu'on produisait, je suis convaincu qu'aujourd'hui, on ne parlera pas de ce problème de pénurie. Pourquoi? On s'est débrouillé pour nous mettre dans un état de dépendance continuelle, en permanence. Et la plupart des politiques agricoles ne sont pas ce qu'on doit attendre d'un pays qui veut être indépendant. J'ai eu des expertises avec les Sénégalais et puis les Ivoiriens et les Kenyans. Ils ont développé la production de pain à base de produits autres que le blé. Ça existe dans beaucoup de pays comme le Bénin, bon, le Togo aussi. Pourquoi peut-être sur cette base-là, on ne peut pas augmenter la part de ces genres de production par rapport au blé importé? Voilà les bonnes questions. Vous verrez que dans tous les pays francophones, pratiquement, on a les grands moulins. Les grands moulins, bon, allons voir ce qui rentre dedans, les intrants, et ce qui sort. Vous allez voir que si vous augmentez la part des produits locaux, vous allez changer beaucoup de choses et augmenter le niveau de vie de ces populations. Mais quand vous en importez beaucoup, mais vous dépendrez de ce qui est importé, du cours de ce qu'il y a dans le monde entier. Et ça, aujourd'hui, on s'étonne. Bon, on a des économistes, on a des docteurs dans tous les domaines, mais les choses les plus simples, ils n'arrivent pas à comprendre, c'est ce qui nous surprend toujours. Oui, mais justement, vous semblez attribuer le facteur du problème à la colonisation. Pour vous, on est resté dans ce chemin. Et pourtant, vous l'avez dit, il y a des grands diplômés, il y a des intellectuels qui sont dans l'expertise. Pourquoi votre expertise, par exemple, ne s'intéresse pas à la politique? Non, en fait, ça n'intéresse pas les gens. Lorsque vous voulez accompagner et vous réfléchissez pour le devenir du bien-être, bon, certains se disent que comme ils sont nommés, ils ont la latitude de dire que c'est eux qui décident pour le compte du pays. Mais des fois, ils sont tellement sûrs d'eux-mêmes qu'ils retardent les pays pour des mois, des années et consorts, mais ils n'ont jamais à rendre compte. C'est à cause de ça que ça perdure dans le temps. Quand on a soulevé le problème de gaspillage sur le plan agricole, je me rappelle le père de la nation, le général Yadema, paix à son âme. Dans les années 80, il était dans la vision, parce que le Togo était un grenier, de mettre en place sur l'ensemble du territoire des greniers sur la base des silos pour tout ce qui est céréales, de transformation. Mais nos ancêtres qui nous contrôlent un peu ont veillé à ce que ça n'ait jamais lieu. D'abord, on a eu à implanter des silos qui ne sont pas adaptés à notre environnement, qui est très humide lorsqu'il pleut. Et on a mis des silos qui ont engendré la germination de tous les céréales, ce qui a été un grand scandale national. Les ministres ont eu à payer, on a fait la prison à cause de ce sujet, parce que c'est des milliards qu'on a investis. Et si vous prenez la route nationale numéro 1 pour aller vers la partie septentrionale, vous avez encore les vestiges de ces fameux silos qui sont le long
de la route nationale numéro 1. Oui, vous parlez du Togo. Du Togo, j'insiste là-dessus. Ces vestiges sont encore le long de la route. Si déjà dans les années 80, la vision était de mettre en place des silos, parce que quand on produit et on ne peut pas stocker, vous êtes sûr que vous allez être dépendant des aléas tels que ce qu'on vit aujourd'hui. Vous n'avez pas de stock de sécurité, de stock critique, etc. Donc c'est normal que vous ayez des problèmes après. Aujourd'hui, ce qu'on a de soulever comme problème, la plupart des productions agricoles sont tournées essentiellement vers soit l'exportation ou la subsistance. C'est les gens survivent. Or, un pays qui veut contrôler son devenir doit mettre en place des stocks fiables, sécurisés. Ce n'est pas dans des bâtiments, comme on le voit. Non, c'est dans des silos. On les appelle ça des usines de stockage, de ségrégation et de maintien. On contrôle la température, on contrôle l'hygrométrie. On est sûr que ces produits sont des stocks destinés à assurer le jour où on n'a pas une bonne production, à combler ce que les gens appellent la période de structure, la période de difficulté, etc. Mais nous n'avons pas une politique agricole validée dans laquelle on a intégré tous ces paramètres. Oui, mais il existe au Togo une agence nationale à la sécurité alimentaire qui fait du stockage du maïs. Oui, excusez-moi, mais le stockage qui se fait là n'est pas réglementaire, n'est pas normatif, dans les normes. On ne stocke pas le céréales dans des espaces hangars. C'est ce qu'on fait. Et puis, tout est évident que vous allez avoir des problèmes d'aflatoxine, vous allez avoir des problèmes des charançons qui vont se multiplier. Non. Quand on veut faire un projet pour le compte d'un pays, il faut qu'on ait au moins l'humilité d'écouter les experts. Nous, on a conduit des expertises, on a doté certaines structures d'usines de transformation où, lorsqu'on reçoit les grains, on passe d'abord dans le lavage, dans une unité de lavage. C'est industriel, hein, dans une unité de lavage. Tout ce qui ne descend pas, c'est qu'elle n'a pas la masse spécifique propre, flotte. On prend cette partie-là, on considère que ce n'est pas des grains corrects. On les envoie dans une unité de transformation pour farine, pour les aliments de bétail, les aliments de volaille, etc. Par contre, ce qui n'a pas flotté, qui est descendu, on les lave proprement, on les sèche et on les stocke. Cette vision, c'est prévu dans la loi de l'environnement, de la qualité qu'on avait eu à mettre en place pour qu'on puisse avoir des usines et des banques de stockage de céréales. Pas des bâtiments, des hangars, des sacs. Ça, c'est de la préhistorique ou bien c'est le bon vieux temps, ça. On ne modernise pas, on n'avance pas, on recule. Dès les années 80 déjà, le chef de l'État avait des silos. Avait des visions de silos. Nous sommes en 2022, on ne parle plus de silos. Ça veut dire qu'on recule. Ça, c'est le point de vue de l'expert. Donc, je parle de mon point de vue en tant qu'expert. Si on veut se projeter, avoir des stocks de sécurité en matière de céréales, il nous faut pas seulement le silo. Le silo, c'est juste la partie qui contient le grain. On parle des usines de lavage, séchage et de stockage. Vous pouvez avoir plusieurs silos de plusieurs types de grains. Le sorgho, le maïs, tout ce que vous voulez. Mais par contre, quand la production arrive, on ne le verse pas directement dans le stockage. On trie ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. Je suis sûr que vous avez déjà eu à faire vous-même des productions de maïs. Vous allez découvrir que, généralement, lorsqu'on ouvre on les appelle les avas, les trucs comme ça, le grenier traditionnel, on ouvre, vous avez environ une bonne partie des grains qui sont endommagés, dû au fait que, lorsqu'on a récolté, il y a des charançons qui sont restés dedans. Ils continuent à se multiplier. Et dans le temps, il me semble qu'on avait des produits qu'on asperge pour tuer ces genres de charançons. Mais quand on ouvre, chaque fois, on trouve toujours une bonne partie de la récolte qui a été endommagée par les charançons. Mieux, il y a maintenant un autre phénomène qu'on appelle l'aflatoxine. Ça, pour l'avoir, ce n'est pas des analyses qu'on détermine l'aflatoxine. Il y a un laboratoire qui détermine le taux d'aflatoxine. Plus vous gardez ça longtemps, plus ça valide, ça augmente, ça évolue. Et vous vous retrouvez avec un produit
si on veut l'analyser, il ne serait pas conforme par rapport à la norme minimale du Codex Alimentarius. Mais comme on ne fait rien, on ne vérifie pas, bon, tout ce qui est bon, qui ne tue pas, on mange, ça, tant mieux. Mais lorsqu'on revient sur votre sujet qui consiste à dire pourquoi nous n'avons pas nous-mêmes développé la capacité de transformation industrielle, parce que nous n'avons pas de vision industrielle. Pourquoi on n'a pas de vision industrielle? Vous regardez dans l'administration comment on recrute les gens dans le ministère de l'Agriculture. C'est des gens qui sont sortis de l'école, de l'université, Tové, je ne sais pas, un peu de tout. Bon, on fait un concours de recrutement. Vous prenez ces gens-là, vous les mettez au poste. Ils n'ont jamais eu à travailler dans un secteur de production, ni industriel. Ils n'ont pas d'expérience. Donc du coup, il vient, bon, il fait ce qu'il peut. C'est ce qu'il peut là, qui a fait que depuis près de 62 ans qu'on est indépendant, on est toujours dans le tâtonnement. Et souvent, quand vous discutez avec certaines personnes qui sont au poste, qui sont dans la poste d'autorité, ils te disent que nous n'sommes pas les seuls dans la médiocrité. C'est que quand vous le dites, pourquoi? En 1980, on parle de silos, mais on parle de magasins. Vous voyez la grande différence? Ils te disent que non, quand tu vas au Niger, c'est pareil. Quand tu vas, bon, comme si les autres font mal, nous aussi on peut faire mal, c'est pas grave. Nous sommes dans des économies de plus en plus libéralisées. Pourquoi les privés ne mettent pas en place ce genre de structure pour Merci beaucoup. stocker Alors, étant donné que nous faisons l'expertise, nous avons été consultés il y a 5 ans par un compatriote qui est basé en Belgique, qui est venu nous voir pour dire qu'il a envie de mettre en place des structures de gestion et de stockage des grains. Bon, nous avons échangé longtemps, le projet est viable, et puis je lui ai dit, bon, il a besoin d'un blanc-seing du gouvernement. Pourquoi? Parce que l'ANSAT, quel est son rôle? C'est pareil. Mais si tu n'as pas de collaboration avec l'ANSAT, comment on peut t'autoriser à ce que tu vas prendre chez des paysans sur lesquels, chez qui l'ANSAT aussi va prendre les mêmes produits pour aller stocker chez vous? Pas possible. Donc, essayez de rencontrer les autorités pour trouver un terrain d'entente. Parce que votre projet, je suis d'accord, vous voulez faire une initiative privée, c'est une bonne chose, mais attention, c'est un domaine dans lequel il y a à boire et à manger. Donc, il va falloir que vous vous entendiez avec le ministère de l'Agriculture. Bah, il est reparti, il m'a dit que mais je t'ai compris, c'est maintenant que je sais de quoi il s'agit, parce qu'il n'a jamais eu de suite. Tous les efforts qu'il a fait n'ont pas eu lieu. Il est en Belgique, il est venu au Togo, il voulait investir dans le domaine de stockage. Or, le stockage des grains, c'est quelque chose de très important. Maintenant, on va vous dire que mais pourquoi vous n'êtes pas parti voir telle personne, comme si des visions modernes, il faut avoir l'autorisation de quelqu'un qui est nommé à un poste donné. Normalement, c'est l'intérêt national qui doit privilégier. Je vous donne un cas très simple. Dans mes parcours, j'ai eu à visiter la Chine et puis la Corée. Vous connaissez, en Corée, leur devise, c'est travailler pour l'humanité. Quand nous on dit travail, discipline, non, eux ils ont dit travailler pour l'humanité. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, ça doit être pour le bien collectif. C'est très important. Mais quand vous avez quelqu'un qui est nommé, qui a un poste donné, qui dit, c'est moi le Togo, ben, il y a un problème déjà. Alors que là, il est là pour faire des arbitrages, pour ce qui est dans l'intérêt général. Mais quand on voit qu'il fait ça pendant 5 ans, 10 ans, et puis il part, il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un, mais il va continuer, ça se perpétue. C'est ça le vrai problème de fond. En Corée, chaque fois qu'ils veulent faire une initiative, ils regardent, est-ce que c'est bon pour la communauté? C'est ça qui fait que ils ont décidé de travailler pour la communauté, et tout ce qu'ils mettent en œuvre en Corée, et j'ai eu l'occasion de rencontrer le chef d'État de la Corée qui m'a dit qu'il ne comprend pas pourquoi nous, on ne veut pas sortir de notre sous-développement. En 1960, la Corée et le Togo est en avance sur la Corée. En 1960, les images existent, les éléments sont là. Mais 50 ans plus tard, là où la Corée est, nous, on ne peut même pas y aller. Vous connaissez l'histoire de LG? LG, Life is good. Mais si vous parlez de marque, mais non, c'est une mentalité. Life is good. LG. Tout ce qu'on peut faire pour améliorer le vécu quotidien, c'est que tout ce que vous mettez en œuvre en production industrielle, en réflexion et en recherche, vous le mettez pour la communauté. Ce n'est pas pour vous. C'est pourquoi ils sont dans tous les secteurs, dans tous les domaines, que ce soit ménager, que ce soit industriel, ils sont dans presque tout. Même les semi-conducteurs, ils produisent un peu de tout. J'ai eu la chance d'aller voir leur laboratoire. Mais vous allez t'étonner que même la pluie là qui tombe, et le parapluie, c'est scientifiquement démontré que tel parapluie ne peut pas résister à l'eau, ni
au vent parce qu'ils ont fait tous les tests en laboratoire avant d'être certifiés. Si vous dites à un Togolais que vous voulez certifier un parapluie, ils vont te regarder bizarrement. Oui, mais vous parlez de certification, mais il faut avoir l'idée de fabrication du parapluie. Mais justement, ça nous renvoie... C'est là où on parle de la production. Oui, mais pourquoi elle est pratiquement nulle, cette capacité de réflexion, de production, de fabrication? Regardons notre vécu quotidien. Bon, moi, aujourd'hui, j'ai vécu sur Terre au moins 10 décennies, donc j'ai suivi beaucoup de choses. Et ce que je remarque, c'est très simple. Depuis notre enfance, on consomme quoi? Tout ce qui vient du Nigeria. Pourquoi aujourd'hui on dit que le Nigeria est la première puissance africaine économique? C'est pas compliqué, c'est une vision. Les choses viennent du Nigeria. Mais vous allez au Nigeria, ils ont les normes partout, la réglementation partout. Ici, lorsqu'on dit aux gens, allons aux normes, parce que c'est important, le chef d'État valide le projet, mais les gens qui doivent le mettre en œuvre, ils freinent. Mais on va où? C'est ça le problème. Sans les normes, on ne peut rien faire. Or, le Ghana qui est à côté, pourquoi on reçoit des produits aussi du Ghana, du Nigeria? Et que après, c'est la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Parce que le Sénégal a compris très tôt qu'il faut aller forcément mettre les normes partout. La Côte d'Ivoire aussi. Vous allez en Côte d'Ivoire, ils ont une structure nationale qui gère tout ce qui concerne la certification et qui est reconnue dans le système international. Vous allez au Sénégal, même chose. Dieu seul sait que nous avons contribué plus ou moins. Ici au Togo, depuis 2009, on a mis en place, sur instruction du chef de l'État, la loi cadre sur la qualité et l'environnement. Dans cette loi-là, au chapitre 3, c'est dit dedans que le Togo met en place une politique nationale de la qualité dans tous les secteurs. Plus loin, au mois de novembre 2019, le Conseil des ministres a adopté, après 2 séminaires gouvernementaux sous l'impulsion du Premier ministre Classou, a mis en place ce qu'on appelle le document de politique nationale de la qualité avec une signature du chef de l'État. 2019-2022, ce document n'est nulle part disponible. Et vous posez le problème de pourquoi? Non. Même la vision du chef de l'État n'est pas déclinée correctement. Parce que vous imaginez que Conseil des ministres, on a adopté un décret qu'on doit décliner en termes de production. Puisque c'est ça, la politique nationale de la qualité, c'est de faire tout, grâce aux normes, pour faire de la production, pour que ça puisse rentrer n'importe où. Vous imaginez que nous sommes aujourd'hui à l'aigle de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale. Le document de 2009 a pris en compte déjà la ZLECAf sans que la ZLECAf n'existait pas dans le temps. Ce qui est bizarre, notre vision dans les années 2009 là, a été acceptée même par la CEDEAO qui a mis en place une politique régionale de la qualité, soutenue par ce que nous appelons la politique régionale de l'industrialisation, le PICAO. Si on prend tous ces éléments-là en compte, c'est qu'on avait envie de faire de la production en faisant de la politique industrielle. Donc maintenant, au niveau national, nous devons avoir notre propre vision et décliner ça en politique nationale, industrielle aussi. C'est dedans qu'on va trouver que les intrants, qui sont les produits agricoles de chez nous, doivent respecter un certain nombre de normes, de paramètres, pour pouvoir aller vers la consommation locale et la consommation internationale. Parce que tout ce qui concerne le local doit être aussi au même niveau de standard de qualité que ce qui concerne le standard international. Oui, pour pouvoir être exporté. Quand je fais l'analyse et je vais voir les décideurs en leur disant que je ne comprends pas pourquoi, quand ça va en Europe, vous dites que ça va respecter les normes européennes. Mais quand c'est au Togo, personne ne veut parler de normes. Ce n'est pas bon. Parce que si nous voulons perdurer notre espérance de vie sur Terre, parce que j'ai appris qu'ailleurs, ils sont à 78 ans, espérance de vie sur Terre, mais tout ça, ça vient de là-bas. Ce n'est pas au hasard qu'on vit sur Terre. Si on meurt vite, c'est parce que souvent on a des problèmes de santé, etc. Tout ça, c'est question de normes. Ensuite, il faut qu'on mette en place ce qu'on appelle la réglementation technique. Je vous assure que chaque fois que des gens veulent exporter quelque chose vers le Togo, ils demandent quelle est la réglementation technique nationale. Pratiquement, on n'en a pas. On n'en a pas. C'est de la norme qu'on tire les règlements techniques. On fait de l'expertise. Mais à la limite, quand on dit ça aux décideurs, il y en a qui nous prennent pour, oui, celui qui veut faire passer pour quelqu'un qui connaît tout. Non, on n'a pas dit ça.
quand vous contrôlez les avions, ce n'est pas les cacahuètes que vous ne pouvez pas contrôler. C'est ce que je leur dis tout le temps. Seulement qu'ils ne savent pas ce que c'est que même un avion, comment on le fabrique. Nous, on le sait. On est dans d'autres choses plus compliquées. Donc, tout ce qui concerne le basique, céréales et consorts, c'est rien du tout. C'est des détails. Mais comme le détail, pour certaines personnes, c'est trop compliqué. Donc, comme c'est compliqué pour eux, ils considèrent que tout le pays doit rester et être puni dans ce sens-là. C'est à cause de ça que moi, personnellement, je dis toujours aux gens, le jour où quelqu'un a besoin de notre expertise, on est disponible. On l'a fait, on s'est investi, on a mis en place ce certain nombre de choses, mais après, les gens ont dit que non, on n'a plus à parler du Togo, parce que le Togo appartient à certaines personnes. Bon, on a fait marche arrière pour pouvoir s'occuper de ceux qui veulent bien de notre expertise. C'est pourquoi on le fait un peu partout dans le monde. Et aujourd'hui, vous parlez de production locale. La première des questions qu'il faut se poser, qu'est-ce qu'on met dans la production locale? Vous rentrez dans la zone franche industrielle, vous avez des gens qui produisent des choses là-bas, qui exportent régulièrement. D'accord? Dans la zone franche industrielle. Vous allez aujourd'hui dans le pays, il y a des gens qui produisent des choses qu'ils exportent. Maintenant, si on prend le cas de la production de voitures électriques, est-ce qu'aujourd'hui, vous en avez vu dans la circulation au Togo? Pourtant, on en assemble au Togo, les véhicules électriques. Maintenant, est-ce que la population est préparée pour vivre avec les voitures électriques? Parce que la plupart du temps, quand on démarre une voiture, on le voit démarrer. Quand on démarre une moto, on le voit démarrer. Mais est-ce que, quand il s'agit maintenant d'une voiture électrique, tu ne l'entends pas démarrer? Le changement de paradigme doit s'accompagner d'une éducation des masses. Lorsque moi, je vais dans les villages, ce que je leur dis, pensez à vous réunir ensemble pour produire ensemble, parce que lorsque vous produisez individuellement, c'est juste pour la subsistance. Vous ne produisez pas pour pouvoir rentrer dans l'industriel. L'industriel demande beaucoup de quantités. Et ces quantités-là, il faut les maîtriser. D'abord, en n'utilisant pas des produits prohibés pour faire les engrais qui ne sont pas en normes, etc. Vous devez faire en sorte que vous avez un rendement à la superficie de mètres carrés très élevé. Tout ceci font partie des choses que nous pensons que il n'y a pas de cellules de réflexion stratégique. Les gens qui sont dans les ministères, ils considèrent qu'ils détiennent la connaissance absolue. Ils n'écoutent pas. Ils ne veulent pas écouter. Moi, je suis même candidat à certains ateliers qu'on ne veut pas m'inviter. C'est pas grave. On ne va pas se forcer. Et je suis toujours disponible à aider mon pays. Oui, vous avez donné quelques exemples sur lesquels je voudrais qu'on revienne. La fabrication dans les zones franches industrielles, la fabrication des voitures électriques, par exemple. Mais comment se fait-il que le peu de production que les pays africains font, c'est dans des domaines qui ne concernent pas leur population, c'est-à-dire qu'on produit des articles dont on n'a pas besoin et ceux dont on a besoin viennent d'ailleurs. Tout ça, c'est ça le drame. Et quand on dit changer de paradigme, c'est que ça existait en 1960, 1970, 1980, 2000, 2010, 2020, 2022, bientôt, vers la fin de 2022. Mais on n'a pas de cellules de réflexion et de prospective en Afrique. Lorsqu'on veut réduire la dépendance vis-à-vis de l'extérieur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer par dire que augmentons la part de ce qui reste chez nous, qu'on consomme ce qui est de chez nous. Ça veut dire que nous maîtrisons ce que nous voulons consommer, nous maîtrisons ce que nous voulons importer. Or, aujourd'hui, si vous regardez la balance commerciale, on est toujours déficitaire en permanence. Est-ce que quelqu'un réfléchit comment on fait pour diminuer? Non. C'est quand on réfléchit pour diminuer le déficit de la balance commerciale qu'on se met à dire que, vous avez entendu les Européens avec l'affaire du Covid qui dit qu'on va réindustrialiser nos pays parce qu'ils ont tout délocalisé. Pourquoi ils veulent réindustrialiser? Ils se sont rendus compte qu'avec le Covid, qu'ils sont dépendants de production extérieure. Et quand c'est mondial, les gens ils pensent d'abord à eux-mêmes avant de vous envoyer pour vous. Voilà un peu la situation. Mais au Togo, quelle est la cellule? Vous connaissez le nom de la cellule qui s'occupe de prospective et stratégie nationale? Non. Ici, c'est dans les ministères que se décide. Et quand vous allez les voir, mais ils sont sûrs de ce qu'ils font. Donc finalement, bon, ce qui arrive, on ne doit pas être surpris parce qu'en fait, souvent, quand tu n'as jamais travaillé dans une unité de production industrielle et que tu te retrouves à un poste de décision, tu as quelle expérience? Rien que juste la théorie qu'on t'a vendue à l'université, c'est tout. Donc, ce qu'on demande de plus en plus, c'est qu'on mette en place des cadres de concertation où on parle nation. Comme le Conseil économique et social? C'est vrai. Dans le Conseil économique et social, on a un peu de tout le monde dedans.
mais ils discutent sur des thématiques bien déterminées. Moi, je parle d'orientation stratégique. Si vous regardez la plupart des états généraux au Togo, c'était des années Mathusalem, les états généraux. Je parle des états généraux. Ce qui est le plus consommé au Togo, c'est la politique. Là, on est très fort dedans. On aime bien. Et puis, tu entends un décideur qui te dit qu'au Togo, on a des jolis tests, c'est l'application qui a un problème. C'est comme si tout le monde est médiocre. Quand vous avez des tests, vous les appliquez. Comment on a des lois qu'on ne veut pas appliquer? Comment on a des décrets qu'on ne veut pas appliquer? Ou bien, des fois, tu vois des gens qui font le contraire de ce que dit un décret. Mais quand on voit ça en qualité, nous, on dit qu'il y a un problème. Et le problème est sérieux. Donc, nous, on pense qu'il faut de plus en plus mettre l'accent pour que l'Assemblée nationale, qui vote les tests, s'assure qu'il ne vaut pas des tests pour faire juste des tests. Il faut qu'il s'assure que les tests sont exécutés par l'exécutif. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup de tests qui n'ont pas de début d'application. Ce qui est le plus rapide qu'on applique, c'est tout ce qui est politique. Mais tout le reste, on ne l'applique pas. Mais pourquoi les lois techniques, les lois qui doivent permettre d'avoir une industrialisation propre, mais on ne les fait pas. Je vais vous donner un cas très simple. Qu'est-ce qu'on entend par production locale? Vous savez, dans les pays anglophones tels que le Kenya, que j'ai fréquenté beaucoup, ils ont une politique qui est très claire. Comme la majeure partie des informels ou bien de ceux qui se sont formalisés en SME ou bien en toute petite entreprise, ils sont plus nombreux que ceux qui sont formalisés, ils ont mis en place des lois spécifiques pour eux. On doit les encourager, on doit les protéger et on doit les aider à sortir du statut de tout petit pour devenir des grands. Donc l'État a mis en place dans des zones autour des grandes villes plusieurs zones où l'État a tout mis en place, il vient seulement s'installer dedans. On te demande, tu es artisan? Oui. Tu fais quoi? Tu dis que je suis tanneur. Tu fais la peau la peau en cuir, par exemple. Tu dis quoi? Oui, je prépare, exemple, le Togo, Vitago. Ok, je prépare ceci. Bon, il y en a plein comme ça au Togo aussi. Hein. Mais vous les retrouvez où? Chacun fait, il va dans la rue, il voit ce qu'il veut faire. Mais quand les Kenyans, ils ont mis ça en place, ils ont encouragé tous ceux qui sont dans les villages là, à s'installer dans le secteur là pour qu'on puisse les maîtriser. Ils sont des milliers et des milliers. Ils sont venus dire que votre produit, pour pouvoir le mettre sur le marché, nous devons vous encadrer et certifier le produit pour que les gens ne doutent pas de votre produit. Du coup, on a délégué des gens qui leur ont enseigné quelle est la norme sur les peaux, les cuirs, quelle est la norme sur les pommades, quelle est la norme sur les grains, tout. Les semences, il y a une norme. Et quand ils sont informés, formés, on leur dit que si vous voulez que nous on certifie à la fin votre production, ben, vous devez respecter ce qu'on vous a enseigné. Et quand on finit, vous voyez sur tous les produits kenyans un logo KEBS, partout, quel que soit le produit. Maintenant, pour ne pas, c'est ça où on veut revenir sur votre question, favoriser l'importation par rapport à la production locale, qu'est-ce que les Kenyans ont fait? Tu es aux États-Unis, tu es en Chine, tu veux faire venir un produit au Kenya, tu dois passer par le même circuit. Ton produit, ils envoient des échantillons à KEBS, qui fait les évaluations comme ils font pour les locaux aussi. Ce qui veut dire que dans les rayons de supermarché, vous avez le produit local avec les mêmes marques de confiance, KEBS, c'est certifié, produit certifié. Celui qui vient de Chine, aussi avec le même logo KEBS. Celui qui vient des États-Unis avec le logo KEBS, ce qui fait que le consommateur, on l'a éduqué comment? En disant que vous ne l'achetez pas dans un supermarché ou au marché n'importe quoi s'il n'a pas le logo KEBS, qui est la marque de confiance que le produit a été certifié, même si c'est un produit étranger. Pourquoi, dans la loi cadre, c'est prévu ça, au Togo? Mais quand on ne sait pas l'exécuter, au moins qu'on appelle les experts qui ont mis en place ça. Non, ça ne dit rien à personne. Ce qui fait que vous avez... j'ai rencontré à la foire tout récemment des gens qui font les cuirs et consorts, et je leur dis que, mais vous savez ce que vous faites là? Vous pouvez gagner beaucoup d'argent si vous êtes encadré et qu'on vous certifie ça. Bon, il y en a qui pensent que la certification, c'est juste l'argent. On prend de l'argent et puis on leur donne le logo. Non, pas du tout. On commence par vérifier par rapport à la norme. On s'assure que
ce produit est conforme, par exemple, vous dites que c'est taille 42, c'est une norme. La pointure, c'est une norme, taille 42. Chemise, vous dites taille 33 ou bien 48 et consort, c'est une norme. C'est pas sorti comme ça les 33 en l'air. Les normes d'habillement, les normes de tout est réglementé par des normes. Lorsque vous respectez les normes, à la fin, le produit, on le certifie avec un logo. La certification, une fois qu'on le fait, c'est fini, c'est pour toujours. On ne revient pas chaque fois pour recommencer la même certification, puisque ce qu'on fait, on fait la surveillance du marché pour s'assurer qu'on n'a pas des produits frelatés sur le marché qui viennent en compétition comme des produits qui ont suivi le processus normal. C'est tout. On appelle ça market surveillance. Aujourd'hui, les gens se plaignent du blé. C'est vrai, mais tant que les autres gagnaient beaucoup d'argent sur le blé, et la Russie, l'Ukraine, etc., ils gagnaient beaucoup d'argent sur le blé. Mais c'est pourquoi on peut emprunter à ces gens-là, parce qu'ils savent qu'ils vont exporter. Et aujourd'hui, qu'ils n'arrivent pas à exporter, c'est là qu'ils font attention sur le marché. Donc aujourd'hui, c'est bien de parler de production locale, mais qu'est-ce qu'on met dans production locale? Est-ce que production locale, parce que c'est fait par le paysan de Grenkouka, ou bien celui d'Anéra, ou bien comme ça, alors que toute production doit subir un processus pour qu'à la fin, on sait que le produit soit fiable et sans dommage sur la santé humaine. Mais vous posez, ça veut dire qu'il se pose deux problèmes, un problème de faiblesse de la production et puis de la qualité de la production. Les deux, et c'est justement pour cela que nous n'avons pas à exporter. Et on exporte quoi? À des prix très bas, parce qu'on ne peut pas justifier de la qualité de ce qu'on veut exporter. Ce qui fait que notre balance commerciale est toujours faible. Toujours faible. Et ça va toujours rester tant qu'on n'aura pas pris l'importance du sujet, tel que le Nigeria, qui exporte beaucoup, mais suivant des normes bien claires. Et le Ghana a compris, lui aussi, c'est pareil. Ghana Standard Board, ils sont partout. Mais pourquoi les bons exemples viennent des pays anglophones? Mais parce qu'ils ont une éducation qui leur permet de changer. Parce que nous, on est réticents au changement. Et puis, on va t'expliquer pourquoi on ne change pas. Donc, c'est ce qu'on fait depuis des années. Sinon, comment vous voulez qu'une loi cadre qu'on a mis en place depuis 2009, on est en 2022. La Chine a mis 10 ans pour sortir de la misère et de sous-développement. 10 ans. Nous, on a dépassé 10 ans, mais on est toujours en train de parler comme si rien ne s'est passé. Ça veut dire qu'on a un gros problème. Et ce problème-là, qu'on le veuille ou non, bon, moi je suis technicien, je parle de ce que je vois. Si on veut, je peux faire la démonstration. Lorsque vous avez dans un document national, on dit politique nationale de la qualité, et que cette politique-là a été récupérée par la CEDEAO pour mettre en place une politique régionale de la qualité. Ça vient du Togo, ça ne vient pas de Ghana ni du Nigeria. Aujourd'hui, tu vas au Nigeria, ils ont une politique nationale de la qualité du Nigeria. Et le gouvernement a débloqué 12 millions d'euros pour supporter cette politique. Ghana, pareil. Côte d'Ivoire, pareil. Et ça vient du Togo. Et bon, je dirais que je suis celui qui détient la propriété intellectuelle, mais personne ne me paie rien. La ZLECAf, l'Union africaine est venue dire que qu'est-ce qu'il y a de bon dans les régions? Ils ont trouvé que la CEDEAO a une politique de la qualité. L'Union africaine a décidé de faire une politique de la qualité qui provient du Togo. Mais le Togo lui-même est en retard, alors que tout vient du Togo. Et quand on voit des gens dire qu'on a des jolis tests, mais c'est l'application qui a un problème, mais ils ont étudié ou pas? Ils sont passés par où? Et le diplôme, ça sert à quoi? Si on ne comprend même pas le français, on cherche l'explication. Mais ne dites pas que nous avons des jolis tests, mais on ne sait pas l'appliquer. Si on ne sait pas l'appliquer, au moins approchez-vous des gens qui peuvent vous expliquer ce que ça veut dire. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, quand tu demandes combien de produits certifiés qu'on a au Togo, on a du mal à te le dire. Ça, c'est technique. Ça n'a pas de politique. Les téléspectateurs nous suivent avec attention. Ils sont très très nombreux déjà à nous écrire. Je vous rappelle une fois encore le contact. Plus 228 96 46 10 31. Plus 228 96 46 10 31. Dans la seconde partie, nous allons vous relayer leurs contributions, leurs interrogations par rapport à notre discussion. Pour terminer cette première partie, le problème de faiblesse de production est lié, vous l'avez dit, à une vision qui n'est pas assez claire, qui n'est pas assez partagée. Mais au niveau des ressources humaines, est-ce que nous avons des gens de qualité qui sont formés, qui sont formatés, je vais dire, pour pouvoir fabriquer en Afrique? Dans aucun pays, à l'origine, on n'a pas toutes les qualités de ressources humaines disponibles. Ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'on fait? Par rapport à la vision, on met en place une stratégie de qualification du personnel. Je vais vous donner un cas très simple qui est un pays maghrébin,
c'est l'Algérie, et puis celui de la Tunisie et celui du Maroc. Ils ont beaucoup d'ingénieurs, des ingénieurs dans tous les domaines. Mais lorsqu'ils ont décidé qu'il leur faut une industrie de production de masse, où il y a beaucoup de main-d'œuvre, il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est l'assemblage des voitures. Personne n'achète de fabrique de voitures. On assemble. Ça aussi, beaucoup de gens ne savent pas. Mais pour assembler, toutes les pièces qu'on assemble pour faire une voiture qui roule sur la route proviennent de peu partout. Donc, on va faire de la production un peu partout et après, ramener ça à un point où on fait l'assemblage. Au niveau de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie, vu le problème disons, d'employabilité et de sous-emploi, ou bien du nombre de jeunes disponibles sur le marché, qu'est-ce qu'ils ont décidé? D'aller vers ces genres de production où on fait l'assemblage de véhicules qui demandent beaucoup de main-d'œuvre. Le temps qu'on mette l'assemblage et tous les moyens de production en place, ça dure environ entre 18 mois et 24 mois pour construire une usine d'assemblage de voitures. Mais qu'est-ce qu'on fait? On recrute des ingénieurs qui existent sur le marché, on les met à l'école de formation pour atteindre les emplois qu'on attend. Voilà comment on fait n'importe où dans le monde. Le Ghana est ici à côté, pour votre information. Ils ont une usine d'assemblage de voitures. Mais non, avant que l'usine, la première voiture que vous avez vue là, on a recruté dans tout le Ghana des gens qui proviennent des universités technologiques. Au Togo, on n'en a pas. On n'a que l'INSI. Okay? Et l'université technologique, il y en a un peu partout dans les pays anglophones. Il y a même l'université du transport au Nigeria, où on a investi 35 milliards pour mettre une université où tout ce qui touche le transport, bus, train, et bateaux, et avions, on forme les gens là-bas pour les mettre à disposition des industries. C'est ça la vision dont je parle. Ces pays-là, ils ont fait toute cette formation 8 mois pour qualifier quelqu'un qui a déjà un diplôme d'ingénieur, de docteur, mais ils ont compris que pour trouver du boulot, il faut qu'ils changent de paradigme. Ils ont accepté, en étant ingénieurs, de se transformer. Le Sénégal, l'exemple est là, dans la partie Niamniadio, la zone industrielle de Niamniadio, ils ont besoin aussi de la main-d'œuvre. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris 600 docteurs en sociologie, qu'on a transformés en 2 ans pour faire des techniciens. Voilà. Nous, on produit toujours beaucoup de gens qui sont dans les sciences sociales, etc. Mais la production, c'est qu'avec des hommes qui savent utiliser leurs mains pour travailler, pas les gens qui font de la sociologie. Non, on a besoin des gens techniques. Et pour faire des techniciens, il faut des gens qui acceptent de se convertir et non plus dire que je suis docteur en sociologie, mais on ne peut pas travailler dans une usine avec ça. Donc, ce qu'on veut, pour faire la production, il faut d'abord avoir de la main-d'œuvre pour pouvoir assurer les besoins de production qu'on a dans les usines. Maintenant, la vision, il faut la voir. Est-ce que nous voulons que, par exemple, il y ait une usine de transformation dans la région Savane, dans la région Kara, dans la région centrale, dans la région des plateaux? Sur la base de cette vision de l'usine de production, actuellement, ce qu'on a fait le mieux, c'est l'égrenage, le coton, et bon, le soja aussi, dans une certaine mesure. Ça, c'est des produits stratégiques et de rente, etc. Mais je parle de... Quand on produit, il ne faut pas s'occuper de soja, comme les Togolais sont habitués au soja. C'est juste parce qu'on dit qu'il y a des revenus dedans que les gens se mettent dedans. Mais ce que nous, on veut dire, on parle de organiser les populations rurales, qui font 70% de la population, faire en sorte que tous leurs produits soient collectés vers une production industrielle pour faire une transformation et une conservation. Et là, vous avez en permanence des réserves qui vous permettent de vivre, même si on dit qu'il y a la guerre ici, vous n'avez rien à avoir. L'igname, par exemple, on peut le transformer. Vous dites, et la technologie existe depuis longtemps. Jusqu'à présent, l'igname... Lorsque j'ai demandé à quelqu'un, et bon, sur la télévision, on ne parle pas des produits, les noms des produits, mais on fait foufou, machin là. J'ai dit que, mais quelle est la vision? Ça, c'est juste pour manger, foufou mix. Mais pourquoi les pertes en igname, c'est plus de 40% de la production qu'on ne consomme pas. Mais si on fait ça en fécule, et la technologie existe depuis plus de 20 ans, c'est au Ghana ici, c'est à Côte d'Ivoire ici, pourquoi on continue toujours à perdre tout ce qu'on a produit en tonnage? Lorsque tu demandes au ministère de l'Agriculture, est-ce qu'on peut connaître le tonnage des pertes? Ça n'intéresse personne, c'est ce qu'on a vendu que les gens regardent. Mais ce qui est perdu, ça n'intéresse personne. Or, lorsqu'on a une vision industrielle, il faut tenir compte des pertes pour pouvoir faire
une installation qui prend en charge ces 40% qui sont chaque année perdus en permanence. Comme l'usine pour faire éventuellement le jus de mangue. Vous savez combien de tonnage on a au Togo en mangue? Personne ne sait. Ce qui pourrit partir, personne ne sait. Mais Oui. ces mangues-là, On peut les transformer, les garder pendant longtemps. Et tomates, c'est pareil. C'est ça la vision industrielle dont on parle. Le pays, c'est bien, les gens viennent avec leur argent, il faut investissement, mais ce n'est pas ça qui va sortir le Togo du sous-développement. Le sous-développement doit s'étendre sur l'ensemble du territoire national. Et que dans chaque zone, on ait une industrie. Dans chaque département, dans chaque région, dans chaque préfecture, qu'on installe des usines de production. C'est là où on va sortir de ce que vous soulevez comme production locale, les risques de faiblesse, la production, tout ceci doit faire partie d'une vision globale, d'une stratégie nationale globale de développement qui doit assurer le bien-être de tous les Togolais. Vous avez parlé depuis la plateforme industrielle d'Adeti Copé. D'autres pays ont des initiatives pareilles. Glodibé, au Bénin par exemple. Dans la seconde partie, je vous demanderai les forces et les faiblesses de ces projets. Nous en reparlons. De même que les questions des téléspectateurs qui vous seront relayées dans New World Forum 2, juste après cette nouvelle édition du journal sur votre chaîne. À tout de suite.